On va d'abord poursuivre notre réflexion avec vous, au pupitre, Virginie Gautron. Vous êtes maître de conférence en droit pénal et sciences criminelles à la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université de Nantes, au laboratoire Droit et Changement Social. Penchons-nous à présent sur les politiques pénales. L'organisation actuelle des réponses judiciaires permet-elle d'atteindre l'objectif de prévention de la récidive ? Très bien. Bien, alors évidemment, la prévention de la récidive constitue une préoccupation naturelle, constante, des magistrats du parquet qui imprègnent l'ensemble de leurs décisions. Mais depuis la fin des années 1990, les politiques pénales, nationales et locales, se sont plus particulièrement concentrées sur les moyens à la fois de systématiser, d'accélérer et de graduer les réponses pénales au fil des réitérations. De ce point de vue, les dispositifs de traitement en temps réel des affaires pénales ont permis de réels gains de productivité et aussi, sur un plan symbolique, de signifier la réactivité immédiate du parquet. Dans l'optique de systématiser ces réponses judiciaires, le recours aux alternatives aux poursuites a permis de réduire drastiquement les classements secs, puisque vous pouvez l'observer sur mon PowerPoint, le taux moyen de réponse pénale s'établissait à plus de 88% en 2010 contre environ 68% en 2000. Toutes juridictions confondues, ces alternatives ont représenté en 2009 37% des affaires poursuivables. Vous observez ça sur la colonne toute juridiction. Et donc, c'est le parquet, environ 4 fois sur 10, qui se charge seul, sans la moindre intervention du siège, d'apporter une première réponse pénale, avec évidemment pour effet escompté l'absence de réitération. Il faut encore ajouter à ces alternatives classiques la composition pénale, et puis au stade des poursuites, l'ordonnance pénale délictuelle, l'OPD, et les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, les CRPC. Pour ces 3 dernières procédures, le siège n'intervenant qu'au stade de l'homologation des sanctions requises et, vu la rareté des refus, les parquets sanctionnent donc eux-mêmes dans 60 à 70% des cas. La diversification des voies processuelles, elle a également conféré au parquet un véritable pouvoir d'individualisation des procédures, sinon des sanctions. En effet, une dynamique de graduation des réponses oriente les schémas locaux d'orientation entre les rappels à la loi dédiés à des délinquants primaires responsables d'infractions mineures et les audiences de jugement réservées aux faits les plus graves et ou commis par des multirécidivistes. On a aujourd'hui un vaste panel de procédures et de sanctions garantissant des réponses intermédiaires plus ou moins qualitatives. Après un premier rappel à la loi, les infractions de faible gravité sont ainsi fréquemment suivies d'une composition pénale, puis d'une ordonnance pénale délictuelle ou d'une CRPC, et enfin d'une audience classique de jugement. De sorte qu'en réalité, les magistrats du parquet ne se contentent pas de sanctionner les délinquants primaires. En ce qui concerne les contentieux de masse, de faible gravité, ce sont bien souvent les premiers à sanctionner une réitération, et même de plus en plus souvent au regard de l'engorgement des juridictions. Toutes les juridictions pratique cette graduation des réponses. Toutefois, une étude quantitative et qualitative que nous terminons avec mes collègues nantais, fondée sur un échantillon d'environ 7500 dossiers délictuels impliquant des majeurs, traités dans 5 juridictions du Grand Ouest qui, sur ce document, sont anonymisés, eh bien, on constate une grande hétérogénéité territoriale des pratiques d'orientation et de sanctions, y compris d'ailleurs au sein d'une même cour d'appel. Alors, l'injonction de réduire le taux de classement sans suite fut partout respectée, mais à des degrés variables. Comme vous pouvez l'observer sur ce diagramme, en rouge, il oscillait en 2009 entre moins de 3% et 17% des affaires poursuivables dans les juridictions de notre étude. La part des compositions pénales en vert et des autres alternatives en jaune varie tout autant. Le même constat prévaut au stade des poursuites. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais juste 2 exemples. Vous pouvez observer en orange près de 60% d'OPD dans une juridiction de notre étude, et moins de 10% ailleurs, 32% de CRPC dans un tribunal contre moins de 4% dans un autre. Autre différence, certains parquets excluent ou au contraire privilégient tel ou tel mode de traitement pour tel ou tel type d'infraction, pour des primo-délinquants ou à l'inverse des réitérants. Un exemple concernant la CRPC, cette procédure elle est majoritairement utilisée pour les infractions routières dans 3 de nos juridictions.
quasiment pas dans une autre, et une d'entre elles en fait un usage très diversifié. Alors, des particularismes de contexte expliquent l'hétérogénéité de ces pratiques, notamment, mais pas seulement, l'état d'engorgement de la juridiction, les spécificités des contentieux traités, le nombre de partenaires extérieurs susceptibles d'intervenir dans le cadre des alternatives. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, cette hétérogénéité, elle génère, ou plutôt renforce, les risques d'inégalité entre justiciables, puisque des faits similaires commis par un auteur ayant les mêmes antécédents donnent lieu à des orientations disparates. Or, l'attention concédée à la fois au profil socio-économique de l'auteur, aux droits de la défense également, la nature et le quantum des sanctions ou peines prononçables, l'inscription au casier et la constitution du premier terme d'une récidive dépendent partiellement de ces choix d'orientation. Au-delà de la systématisation, de l'accélération et de la graduation des réponses, un autre objectif fut, au moins théoriquement assigné au parquet, adapter qualitativement cette réponse aux infractions de faible gravité pour lesquelles les peines traditionnelles, notamment l'emprisonnement, sont notoirement inadaptées. Cette finalité qualitative, elle affronte toutefois une obsession quantitative focalisée sur le taux de réponse pénale, au point que le fait de répondre semble parfois compter davantage que la réponse pénale elle-même. La recherche d'une adaptation qualitative s'efface derrière les contraintes de gestion des flux, en premier lieu parce que les choix procéduraux s'effectuent sur le mode de l'urgence. Alors que nombreuses alternatives supposent une évaluation préalable du profil du prévenu, on pense notamment aux médiations, aux stages, aux orientations sanitaires, les pratiques d'orientation en temps réel privilégient l'immédiateté de la réponse et ne laissent donc pas aux magistrats du parquet le temps de vérifier la situation de ceux qu'ils ont à sanctionner. A fortiori d'ailleurs, depuis le développement des échanges par mail, faute de pouvoir échanger ne serait-ce qu'un bref instant avec l'officier de police judiciaire sur le profil des intéressés, les magistrats se prononcent sur la base de la gravité de l'infraction et des seuls antécédents judiciaires, voire policiers. En effet, dans un nombre croissant d'hypothèses, l'orientation des affaires ne peut même plus être déterminée sur la base des sanctions précédemment prononcées au-delà de celles inscrites au bulletin numéro 1 du casier. Alors certes, Cassiopée offre désormais un accès au bureau d'ordre national, mais toutes les difficultés techniques sont loin d'être levées. Et puis surtout, cette consultation, elle est impossible dans le cadre des pratiques d'orientation sur instruction ou directive permanente, qui, à l'instar des échanges de mails, visent à désengorger les services de traitement en temps réel. Ces directives, elles se présentent comme des barèmes qui permettent aux officiers de police judiciaire d'orienter un nombre croissant d'infractions mineures, initialement les infractions routières, mais de plus en plus les usages de stupéfiants, les ports d'armes, les vols à l'étalage, et donc ces OPJ n'ont pas à contacter préalablement le magistrat de permanence. L'orientation est donc exclusivement dépendante du contenu des fichiers de police. Ce dispositif exclut la prise en compte du casier judiciaire, non accessible aux OPJ, qui sont dès lors dans l'incapacité de détecter une récidive au sens légal du terme. Si le phénomène n'est pas récent, ces pratiques, elles subordonnent plus que jamais l'orientation des affaires aux données contenues dans les fichiers de police, dont la fiabilité, les conditions d'accès à la défense posent question au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette situation est même, et la juriste que je suis pèse ces mots, inacceptable, sinon scandaleuse dans un état de droit. Seuls 28% des fiches du STIC, 38% de celles du Judex contrôlées par la CNIL en 2011 étaient exactes. Alors on nous annonce, on nous dit que le nouveau traitement des antécédents judiciaires, les interconnexions envisagées avec Cassiopée vont permettre de perfectionner ce bien problématique casier parallèle. En réalité, il faudra plusieurs décennies, pour ne pas dire plusieurs siècles, pour épuiser le stock des enregistrements inexacts. À ce stade, les magistrats du parquet devraient donc s'interdire de considérer ces fichiers policiers comme une mémoire fiable des antécédents, a fortiori des réponses pénales et de leur gradation en amont des poursuites. Sous l'effet d'une culture gestionnaire de répression, l'essentiel semble en réalité de gérer des flux et des stocks. L'immédiateté des réponses s'accompagne de leur normalisation. Les magistrats utilisent fréquemment des barèmes de sanctions, indifférents à la personnalité de l'auteur. La recherche d'une adaptation qualitative pâtit également des contraintes budgétaires et logistiques qui pèsent sur les juridictions, notamment l'impossibilité de financer des partenaires extérieurs susceptibles de mettre en œuvre des alternatives aux poursuites. Les rappels à la loi,
En rouge, dans ce diagramme, parfois sous la forme de simples avertissements par courrier, constitue alors la principale alternative aux poursuites. 46% en moyenne hors composition pénale prononcés à l'encontre de majeurs en 2009 et vous le voyez, plus de 70% dans certaines juridictions. Il en va de même au stade des poursuites, dès lors que les OPD, ces jugements sans audience qui peuvent être notifiés par courrier, représentent dans certaines juridictions près de 60% des poursuites. À l'inverse, les injonctions thérapeutiques sont quasiment inexistantes, en vert, mais on ne le voit pas vraiment sur ce document. Les orientations sanitaires et sociales en bleu clair sont rares, ainsi que les médiations pénales en jaune. Ces dernières ont même diminué de près de 25% durant la dernière décennie, alors même que le passage à l'acte s'inscrit fréquemment dans un contexte relationnel conflictuel. Sauf à dénaturer le terme de prévention, prévenir judiciairement la récidive ne peut se résumer à assurer la célérité et la certitude de la sanction, d'autant que l'ensemble des professionnels et des recherches soulignent le poids des problématiques addictives et de marginalisation socio-économique dans le processus de construction des carrières délinquantes. Le parquet, acteur désormais majeur d'une individualisation qui est aussi processuelle, devrait dès lors disposer d'informations plus conséquentes sur la personnalité de l'auteur, si besoin de rapports présententiels, de façon à ce qu'il puisse ajuster au mieux la réponse pénale. Lorsque le profil de l'auteur justifie de telles investigations, le temps consacré à l'examen de sa situation personnelle semble d'autant plus légitime qu'en réalité, l'accélération de la phase de déclenchement des poursuites ne s'est pas traduite par une diminution des délais de jugement. Donc, consacrer du temps à ces enquêtes n'est absolument pas chronophage. La rareté des enquêtes sociales en matière délictuelle, moins de 3% des affaires dans notre échantillon, le plus souvent d'ailleurs composé d'informations succinctes recueillies sur un mode purement déclaratif, pèse d'un poids particulier lors de la détermination de la peine. Elle explique au moins partiellement le faible recours aux peines alternatives à l'emprisonnement et aux aménagements ab initio. Faute d'éléments suffisants pour confirmer l'intérêt ou la faisabilité de telles mesures, les magistrats des juridictions de jugement préfèrent confier le choix d'un aménagement au service de l'application des peines, engorgeant ceux-ci davantage qu'ils ne le sont déjà et repoussant l'individualisation de la peine au stade post-sententiel. Cette stratégie gestionnaire, à moindre coût, occulte ses effets pervers. Notre échantillon de dossiers conforte ce que vient d'indiquer Jean-Paul Jean. Elle alimente artificiellement la population des récidivistes, principalement des délinquants routiers, sans nécessairement impacter leur parcours délinquant. À terme, et à délinquance égale, ces évolutions produiront vraisemblablement un nouvel encombrement des juridictions de jugement, ainsi qu'une aggravation progressive des peines. À ce jour, aucune étude scientifique française ne permet de tempérer ces effets pervers par la démonstration de l'impact positif des pratiques de systématisation des réponses pénales sur les phénomènes de réitération. De nombreux petits délits étant déjà traités sur un mode quasi administratif et au regard de l'engorgement des services de traitement en temps réel des juridictions de jugement, sans doute serait-il opportun d'envisager, du moins pour certaines infractions de masse, de faible gravité et sans victime identifiable, un processus de contraventionnalisation, voire une redéfinition de la sphère d'appréhension du droit pénal. Ces dépénalisations n'auraient d'ailleurs pas pour effet d'adoucir les sanctions prononcées, eu égard au décalage parfois considérable entre la gravité des faits, les peines encourues et les sanctions prononcées en matière délictuelle. L'allègement du traitement des petites infractions donnerait, sans altérer la signification morale des interdits, la possibilité aux magistrats du parquet et aux juridictions de jugement de concentrer leur temps, leur attention et leurs moyens sur les affaires plus graves et ou plus complexes en raison de la nature des faits et du profil de l'auteur. Je vous remercie de votre attention. Merci Virginie Gautreau.